Kiev bombardé durement ce matin. Ouais, nouvelle attaque de drones russes très tôt ce matin qui ont endommagé plusieurs infrastructures essentielles. 23 drones ont été repérés dans le ciel au-dessus de Kiev. 18 ont été neutralisés, mais il y a des dommages, des coupures de courant, pas d'eau à Kiev également qui a été très affecté. 2 alarmes qui ont retenti. Je me tourne vers vous automatiquement parce que je sais que vous avez votre maman qui a vécu ça vers 2h du matin, l'une vers 2h du matin et l'autre un petit peu plus tard vers 5h30. Et écoutez ce que les habitants ont entendu donc cette nuit. Ils commencent d'ailleurs tristement à s'y habituer. Une habitante sur place en direct, Vlada Somka, qui est un peu presque notre habitante témoin. Ça fait plusieurs semaines qu'elle est avec nous en direct. Mais d'abord, là, le facteur d'usure, il y a le son, il y a l'effet de terreur, il y a ces longues heures que les Ukrainiens passent dans le métro en attendant la fin des alertes, les coupures d'électricité, d'eau, tout ça est quand même très pénible pour une population qui vit ça maintenant depuis des semaines. Et très calculé, c'est là la marque on ne peut plus vraiment l'appeler nouveau parce qu'il est en poste depuis quelques mois déjà, le général Sourovikine, qui a repris cette affaire-là en main pour les Russes et qui a l'intention manifeste de harceler ce qu'on appelle l'arrière, la population civile, en essayant effectivement de la terroriser au long cours afin qu'elle fasse pression sur le pouvoir politique pour que celui-ci accepte de s'asseoir à la table des négociations en vue d'éventuels compromis. Mais ça ne marche pas pour l'instant. Juste une toute dernière petite note. Quand vous disiez la population qui s'habitue, je pense qu'on ne s'y habitue jamais. En revanche, elle s'adapte dans une certaine mesure en mettant en place des stratagèmes. Alors justement, est-ce que votre maman, à chaque fois qu'il y a des sirènes à Kiev, descend se mettre aux abris? Parce qu'on entendait certains officiels ukrainiens le dire, le problème c'est que tout le monde ne peut pas se mettre aux abris à chaque fois qu'il y a une frappe, les personnes âgées, les personnes qui ont des problèmes de handicap. Comment vit votre maman avec ces bombes à répétition? C'est le problème. Justement, ma maman ne descend pas dans l'abri. Elle ne descend plus? Elle ne descend plus. Au début, elle a descendu peut-être même 3-4 fois et c'est tout. Elle a dit non. Je préfère rester chez moi. Adviendra qu'adviendra. C'est fameuse approche tout à fait, philosophique de la vie des Ukrainiens. Et même parfois, je suis avec elle au téléphone et je commence à lui dire « Mais descends, vas-y, parce que j'entends l'alarme. » Elle dit « Non, tu ne vas pas m'apprendre ce que je dois faire. Je sais mieux ce que je dois faire. » Elle reste comme beaucoup d'Ukrainiens, beaucoup de Kieviens qui malheureusement prennent les risques, les gros risques, bien évidemment. Mais voilà, c'est comme ça, la population s'adapte et nous avons parlé aussi que le maire de la ville, Vitaly Klitschko, qui disait que peut-être on va évacuer de la ville. On va l'entendre. C'est un événement du jour parce que c'est une immense ville. Même si une partie de Kiev était évacuée, ce serait un événement immense. Ouais, il a accordé une interview d'ailleurs à nos journalistes sur place à Kiev, Solène Rioux et Adrian Ako. On l'écoute et vous réagirez derrière. Les Russes s'attendent à ce qu'on prenne tous nos valises et qu'on fuit tous vers l'ouest du pays pour ensuite quitter l'Ukraine. Ça n'arrivera pas. Mais on envisage plusieurs scénarios. Si on perd le chauffage et l'électricité, alors une évacuation d'une partie de la population pourrait être envisagée. Renaud Pilat, il faut bien mesurer l'énormité de ce qui est dit là. Kiev, c'est la capitale, c'est la tête du pays, 3 millions, un peu moins maintenant, mais énorme ville. S'il y avait une évacuation, ne serait-ce que partielle, ce serait quelque chose de tout à fait majeur. Oui, ça serait un coup très dur pour les Ukrainiens parce que il y a, on va dire, 6 semaines, 7 semaines, on se disait, finalement, c'est le Donbass qui est dans la guerre. Et un peu comme depuis 2014, finalement, l'Ouest, la vie reprenait normalement à Kiev. À Lviv, n'en parlons pas, près de la Pologne. Et une partie des Ukrainiens de Kiev, il y a 2 mois, disaient, finalement, si ce n'est on s'habitue, en tout cas, cette guerre, c'est la Bagnons.
les Russes ne veulent pas lâcher Kiev, ne veulent pas lâcher l'ouest du pays. Ils rêvent encore de prendre Kiev. Ça paraît inouï. On va entendre tout à l'heure la déclaration de Zaloujny, chef d'état-major, qui dit qu'il rêve encore de ça. Voilà, et l'état-major ukrainien craint ça. Et effectivement, ça serait effectivement, dans la contre-offensive peut-être de l'hiver ou du printemps, quelque chose qui mobiliserait les forces ukrainiennes. Mais dernière chose, les correspondants qui écrivent, qui font des blogs ou qui écrivent sur les réseaux sociaux, disent qu'à Kiev, même à Kiev, on passe son temps, et elle disait la semaine dernière, on passe son temps à dire ils sont quand même très courageux, ils vont tenir. Eh bien en fait, les correspondants trouvent les Ukrainiens marqués, très fatigués psychologiquement, des nuits sans chauffage, sans électricité, réparés sans arrêt. Et donc, il y a un compte à rebours parce que on tient, mais dans quel état on tient 2 ou 3 ans comme ça? En tout cas, ils sont de plus en plus marqués, les Ukrainiens. Alors, justement, on est en direct avec une habitante de Kiev, Vlada Somka. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Voilà, je vous vois. Justement, Renaud le disait, c'est de plus en plus compliqué pour les Ukrainiens de tenir avec ces bombes à répétition, ces problèmes d'électricité, d'eau. Le maire de Kiev qui commence à envisager une évacuation de la ville. Quel est votre état d'esprit, vous, après 10 mois de conflit dans la capitale? Après l'attaque du matin, c'était très difficile. Je garde l'esprit, bien que je sois fatiguée un peu, je sois malade, mais en tout cas, on espère que ça va finir dans le futur proche. Mais par exemple, aujourd'hui, je suis coupée de tout dès 5 heures du matin. Et en fait, pas assez facile. Vlada, certains soirs, on sait bien que vous éclairez simplement avec une lumière de fortune ou la lumière de votre téléphone portable. C'est le cas ce soir-là? Oui, c'est une lampe que j'utilise avec ma batterie portable. Comment vous vous adaptez? Donc, alors là, vous avez la batterie de votre portable qui vous éclaire, mais sinon, pour une journée, vous dites depuis 5 heures du matin, j'ai pas d'électricité, pas d'eau non plus, Vlada. Comment vous vous adaptez? Dieu merci, il y a l'eau froide, mais pas d'eau chaude. Mais en tout cas, on a beaucoup de seaux, on a rempli à 5 heures du matin les seaux en eau au cas d'urgence, parce que ça a déjà arrivé. Ce que vous dites est très impressionnant. Et soir après soir, je ne sais pas si vous voulez réagir sur ce plateau, poser une question à Vlada, peut-être vous, Gallagher. Oui, Vlada, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous voir et de vous avoir parmi nous le soir. Vous savez, il y a cette grande conférence qui s'est tenue à Paris où des dizaines de pays et de représentants d'ONG se sont retrouvés afin de parler du volet humanitaire et de l'assistance humanitaire. Est-ce que vous pouvez nous dire très concrètement de quoi les choses ont besoin? Parce qu'on a vu beaucoup d'annonces, beaucoup d'argent, 1 milliard promis. Mais concrètement, vous, c'est quoi ce dont vous avez besoin? Si l'on parle de l'aide humanitaire, on a besoin de beaucoup de batteries portables, de beaucoup de générateurs, parce que je ne sais pas si vous avez entendu, mais ce son que les générateurs produisent, c'est le post-scriptum de notre hymne national, de notre chanson nationale, car aujourd'hui, si vous vous promenez, c'est le seul son que vous entendez. Et c'est cela, les vêtements chauds, même les thermos, ce sont les choses si simples, mais sans eux, il sera impossible de vivre cet hiver. Est-ce que vous voyez autour de vous des gens qui commencent à partir? On sait que certains disent les Russes cherchent ça. Ils espèrent que les Ukrainiens vont quitter la ville pour pouvoir entrer un jour plus facilement s'ils y arrivaient. Est-ce que vous observez ça autour de vous? Non, je sais pas, au moins dans mon entourage, mes amis, mes proches, non, ils restent à Kiev, dans les régions de Kiev. Je sais pas quelle est la raison, c'est le manque de lieu où partir, ou le désir et l'espoir et la croyance à l'armée ukrainienne. Avec d'ailleurs une image à vous montrer, vous êtes sûrement au courant d'ailleurs vous Vlada, mais je le montre plutôt aux téléspectateurs, ce sapin de Noël qui a quand même été mis en place dans la gare de Kiev. Ça semble presque décalé, voilà, ça c'est la gare de Kiev en ce moment. Alors il y a des bombes, des sirènes, on évoque une possible évacuation.
l'évacuation, mais il y a aussi Noël qui arrive, où vous parliez d'espoir. Ça l'illustre un petit peu. Vlada, vous avez entendu le maire de Kiev évoquer justement une possible évacuation. Est-ce que vous commencez à envisager un lieu où vous pourriez aller vous mettre à l'abri si le maire vous recommandait de partir? Non, je ne crée pas de projet. Par exemple, ma famille, elle habite dans la région de Kiev et la situation là-bas, elle n'est pas plus facile du tout. Il y avait aussi des attaques la semaine précédente et ils ont... Ici à Kiev, j'ai au moins l'eau et mes parents, ils n'ont pas d'eau ni chaude ni froide. Merci beaucoup Vlada et courage. Et nous nous retrouverons, j'espère, avant Noël. C'est la semaine de Noël, la semaine très exactement du 10e mois. Merci beaucoup de témoigner soir après soir sur LCI. Merci et bonne soirée. Avec peut-être un autre espoir aussi, c'est que la Russie manque de munitions pour continuer à frapper de manière aussi massive. Voilà ce que dit le secrétaire à la défense ukrainien. La Russie dispose de suffisamment de stocks de missiles pour 3 ou 4 autres attaques à grande échelle contre l'Ukraine, mais elle se rend ensuite complètement à court de missiles. Et ça va dans le sens de ce que disait le général Yakovlev sur le plateau. Je vous fais réagir derrière, Didier. Depuis plusieurs semaines, je dis que les Russes ont un stock qui finalement sera limité en missiles. Si la dégelée, et ils ont pris cette habitude de la dégelée du lundi en gros, si la dégelée du lundi est à 35, sachant que la précédente était à 74, si ça se confirme à un rythme qui baisse de tir, ça veut dire qu'effectivement, ils arrivent au bout, ou qu'ils sont obligés d'en garder pour peut-être une attaque depuis le Biélorusse plus tard. Donc voilà. Donc ils sont obligés de faire attention à leur stock. On est à un moment charnière sur quelques semaines. S'il se confirme que ça tire moins, et puis moins lourd, le Shahed a moins d'explosifs que les missiles de croisière, moins performants malgré tout et tout, eh bien, les Ukrainiens seront en train de gagner la guerre de l'hiver. Est-ce que ça, Didier, ça peut être un espoir? Ils auraient suffisamment de stock pour mener 3 à 4 grandes attaques. En tout cas, c'est un sujet. Oui, en fait, c'est un calcul. En fait, j'adorerais que ça soit ça. Le problème, c'est que, enfin, honnêtement, personne ne sait. Mais en vérité, on voit bien qu'effectivement, les Russes planifient l'utilisation de leur stock, ce qui prouve qu'ils ont un problème de stock réellement. Mais enfin, après, honnêtement, comme on ne connaissait pas le stock de départ et surtout qu'on ne sait pas vraiment ce qu'ils sont capables de reproduire en termes, on voit bien que par exemple, ils sont de toute évidence sur une capacité à reproduire entre 20 ou 30 Shahed par semaine. Entre autres avec l'usine qu'ils ont fabriquée à Doubna, voilà, et qui est avec l'aide des Iraniens et qui est ravitaillée en pièces détachées depuis l'Iran par l'aviation russe. On sait aussi qu'ils ont du stock. Ils mélangent maintenant, il y a ce qu'on appelle du panachage dans les types de missiles de croisière qu'ils utilisent, dans leurs frappes, entre des vieux et des plus nouveaux. Après, il y a encore même une chose aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que cette campagne-là qui a été débutée le 15 novembre, était un ordre explicite de Vladimir Poutine donné à son état-major, même s'il est mis en œuvre par Sourovikine. Et donc, je pense que l'essentiel de leurs moyens, parce que c'est une de leurs décisions stratégiques, est orienté vers la capacité à tenir dessus. Et enfin, pour terminer, ça va dépendre de notre capacité à donner rapidement de la couverture aérienne, anti-aérienne. Donc la fameuse question des Mamba et des Patriotes. Parlons-en des Patriotes. Parce qu'on le voit bien, par exemple, sur la frappe d'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'interceptions. Seulement, ceux qui sont passés ont réussi à détruire suffisamment d'infrastructures critiques pour qu'il y ait une chute brutale de 40% des capacités d'électricité. Et donc, 18 interceptions sur 23, je rappelle le Oui, chiffre. c'est ce qu'ils nous disent. Mais après, le problème, c'est que d'un certain point de vue, c'est la chanson de Boris Vian. Ça dépend où ça tombe. Donc, si ça tombe au bon endroit, les 18, malheureusement, ça fait des dégâts. Et c'est l'aveu de Klitschko qui dit 50% de coupure électricité et eau. Et effectivement, il est prononcé le mot, les patriotes. Ça fait briller les yeux des Ukrainiens. Ils disent ça, c'est l'enjeu majeur. Yves Tréhard, dites un mot aussi de ça. C'est à la fois un enjeu politique énorme et militaire. Les patriotes, c'est vraiment l'arme des amis. Quand on est amis des Américains, on compte sur les patriotes. Oui, on compte évidemment sur les patriotes, mais d'ailleurs, les Américains ne lésinent pas dessus. Ils ont quand même, depuis le début, je trouve, assuré un soutien constant et répété aux Ukrainiens. Je crois que sur les quelques 100 milliards d'euros ou de dollars plutôt d'aide
aux Ukrainiens, il y en a pas loin des 2/3 qui concernent de l'armement. Hein. Donc c'est quand même un soutien massif. Moi, je ne crois pas tellement, si vous voulez, ni d'un côté ni de l'autre, à une espèce de pénurie de munitions et d'armement. Je pense que les Russes, depuis très longtemps, justement, arment et se réarment en prévision de ce qu'ils font actuellement en Ukraine, puisque même si nous, on était un peu... pardon de ce mot qui n'est pas très, mais un peu aveugle, on n'avait pas bien regardé ce qui se passait de l'autre côté de la frontière, c'est le moins qu'on puisse dire. Et les Américains, eux, le savaient. On va le voir, pardon, dans les illustrations qui vont arriver. On se bat à Bakhmout très fortement des deux côtés. On va se battre visiblement en Crimée très fortement. Et les Ukrainiens vont attaquer de manière très audacieuse. Ils le font déjà, même en Russie. Exactement. Et je pense que la guerre ne va pas s'arrêter comme ça. Il n'y aura pas de trêve, si vous voulez, contrairement à ce qu'il a pu être entendu. On a pu entendre ça il y a quelques semaines. On disait... la météo va geler tout ça. Je ne suis pas sûr que ça gèle, si vous voulez. Et d'ailleurs, si ça gèle sur le terrain, quand on est dans les tranchées du Donbass, je ne sais pas trop ce qui s'y passe, mais à ce moment-là, si vous voulez, ça va tabasser sur les villes. C'est là où justement... ils vont probablement, les Russes notamment, s'attaquer aux villes. Je vous entendais dire qu'il n'y a pas d'armes magiques, mais les patriotes, on est d'accord, c'est sur la bonne voie. Joe Biden a validé ou va valider. Ils les ont pas. D'abord, ça va prendre du temps à arriver, ça va être il faut mettre en place une bulle. Et attention, ne rêvons pas. Il y a pas, enfin, c'est comme les armes magiques de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a aucune arme magique. Il y aura des dégâts qui seront limités. Mais c'est un pays de 40 millions d'habitants qui fait 600 000 km². Il ne va pas être sous bulle. Ça n'existera pas. Ne rêvons pas de ça. Mais pardon, même Kiev, il faut rappeler cette déclaration de Zaloujny dans une entrevue d'Économiste, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valéry Zaloujny, qui dit qu'il s'attend à une nouvelle attaque sur Kiev en 2023. Comment imaginer, après ce que les Russes se sont cassés les dents sur Kiev, qu'ils rêvent encore de prendre la capitale? Oui, mais... à mon avis, si vous voulez, il y a aussi une part, d'intox. Pas seulement. Non, mais je pense qu'il y a une réalité. D'ailleurs, cette réalité, ils l'ont vécue au début de la guerre, puisque vous vous souvenez de cette colonne. Elle est prête à envoyer son missile Patriote. Elle a dans les yeux 2 missiles Patriote sur vous, braqués sur vous. Mais il a évidemment raison de le dire. Mais c'est aussi une façon de dire aux Américains et aux autres, aidez-nous, parce que on est face à une menace qui est importante. Mais je pense qu'il doit y avoir un peu de ça aussi. Mais c'est normal qu'ils disent ça. À nouveau, écoutez d'ailleurs le maire de Kiev là-dessus, je sais que ça vous fait réagir, qui le dit, Kiev reste la cible. Il confirme ce que dit Zaloujny. Kiev a été et est toujours une cible pour l'agresseur russe. Kiev est le cœur de l'Ukraine. Kiev, c'est le centre de la prise de décision. Kiev, c'est la plus grande ville du pays, où il y a plus de 3,5 millions d'habitants. Et au vu du nombre de frappes sur la ville, Kiev reste aujourd'hui la cible des Russes. Voilà, Kiev qui reste une cible, et c'est vrai que ça paraît dingue que les Russes ne lâchent pas l'affaire, Yegor. Non, ils ne lâchent pas l'affaire, c'est symbolique, c'est la capitale. S'ils ne prennent pas Kiev, c'est un échec, enfin global, quand même, il faut le reconnaître. Mais juste, pour revenir d'un mot sur ces frappes massives de missiles, chaque lundi, à chaque fois qu'il y a comme ça une salve qui est tirée, les Russes vivent en temps réel aussi ce qui arrive, ce qui tombe en Ukraine. Sur les réseaux sociaux, ils se partagent les cartes des alertes. Et il y a un côté très sarcasme, en réalité. Ils s'attendent à ça. Et donc, d'un côté, on détruit l'infrastructure, mais de l'autre côté, on remonte le moral de la population qui ne demande que ça, qui demande que les Ukrainiens souffrent. Avec des moqueries. On va entendre tout à l'heure ce son incroyable où, à la télévision russe, ils se moquent du son des sirènes à Kiev en disant « Regardez, ils ont peur. Chaque lundi, c'est le jour de la peur pour les Ukrainiens. » Et évidemment, à la télévision russe, on en jouit. Alors, juste comment ils se préparent justement à Kiev, face à une possible nouvelle attaque début 2023? À nouveau, nos équipes ont posé la question au maire de Kiev. Les risques sont relativement élevés. On sait qu'il y a un nombre important de soldats russes à la frontière biélorusse, donc on se prépare pour une potentielle attaque par le nord. C'est pour ça qu'on vit sous le régime de la loi martiale. Tout d'abord, on renforce le système de défense antiaérienne grâce à nos partenaires. Et à ce sujet, je tiens à remercier la France. Ensuite, on se prépare pour n'importe quel type d'attaque, pas seulement depuis les airs. Et désormais, je peux vous dire que si la dernière fois, les Russes ont rapidement avancé vers Kiev, cette fois-ci, s'ils veulent nous attaquer, ils auront de belles surprises. Didier, il y a aussi un objectif militaire. Et bien sûr, parce qu'en fait, vous voyez bien que les Russes ont voulu geler le front face aux offensives ukrainiennes. Donc pour l'instant, ils ont creusé les tranchées.
Ça, c'est la première chose qu'ils ont faite. La deuxième chose qu'ils ont faite, c'est recruter c'est le recrutement des appelés qui arrivent en masse. Ils sont en train de former, on le sait, ça les renseignements ukrainiens l'ont parfaitement vu, ils sont en train de former 3 corps d'armée de 50 000 hommes, un pour le nord, un pour le sud, un pour l'est. L'objectif, quand bien même ils n'arriveraient pas à Kiev ou ils n'arriveraient pas à prendre Kharkiv, ils n'en ont pas les capacités aujourd'hui, cette offensive empêcherait pour le coup les Ukrainiens de poursuivre leur libération du pays, entre autres l'offensive qu'ils ont tenté de lancer à Kharkiv et qui pour l'instant a un peu de mal à déboucher. Donc creuser les tranchées est une façon d'arrêter les Ukrainiens, les contre-attaquer par une nouvelle offensive au nord, qui est l'endroit le plus facile pour eux de le faire en se protégeant dans leur territoire à Belgorod que les Ukrainiens ne peuvent pas aller attaquer, si ce n'est qu'avec quelques bombardements. C'est une menace qui empêche les Ukrainiens de poursuivre leur offensive. Est-ce qu'il n'y a pas simplement une manière d'entretenir la plaie ouverte? C'est-à-dire, il n'y a pas de logique. On se demande toujours, c'est vous le Russe qui pouvez expliquer ça. Vu d'ici, on a toujours l'impression, on a dit, mais quel est le plan? Est-ce qu'il y a un plan? Parfois, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de plan. Ils votent l'annexion, et puis quelques semaines plus tard, ils lâchent Kherson. Pourquoi? Oui, alors c'est une défaite militaire. Hein. Ouais, ça, ils ne l'ont pas lâché pour le plaisir. Hein. Donc, non, ils prennent ce qu'ils peuvent prendre. Et malheureusement pour eux, et heureusement pour nous, ils reculent. Mais simplement, ils reviennent, ils sont persuadés. Moi, je pense que Poutine est persuadé qu'il est en train de remporter la bataille sur le long terme. Écoutez cette façon dont la télévision russe se moque des gens de Kiev terrorisés, on se comprend, par les sirènes, de manière évidemment tout à fait insupportable du point de vue des Ukrainiens. Voilà. On atteint un degré de cruauté. C'est un degré de débilité pour moi. Vraiment, pas du tout autre chose. Même les Russes, ils disent que c'est absolument ignoble et débile de le faire. Mais est-ce que ce n'est pas, aussi révélateur de ce degré d'irrationnel où on n'a pas là un belligérant qui, de manière organisée, a un plan qui veut prendre Kiev à telle date? Non, c'est faire peur, terroriser, faire pression permanente. C'est célébrer la terreur. En fait, l'idée, si je peux me permettre de finir ce que je voulais dire, en fait, ce qui se passe, il ne faut pas oublier que l'idée principale, l'objectif de cette guerre, c'est de prendre Kiev. Parce que sans Kiev, la Russie n'existe pas. Et Poutine, il a cette point, il n'a jamais avoué, il a parlé de dénazification, d'autres choses, mais il veut Kiev parce que toute la légende de la Russie est construite à la base de la Russe de Kiev. C'est-à-dire, c'est Kiev qui a fait naître Moscou et la Moscovie qui est devenue la Russie par la suite. Donc, ça reste un objectif principal et dans ses rêves, il a dit ça récemment dans une d'entretiens qu'il avait, Poutine, il a dit que nous avons le temps et c'est ce que nous précisons souvent sur le plateau, il a dit j'ai le temps, c'est un peu plus compliqué que d'habitude mais j'ai le temps, sauf que nous n'avons pas le temps et nous ne sommes pas partis dans la guerre pour 3 ans ou même plus d'1 an. Pour nous, l'objectif c'est de finir cette guerre l'année prochaine parce que ça suffit pour nous d'avoir ces souffrances de la population. Les gens ne veulent pas partir. Il ne faut pas rêver. Les Kieviens ne vont pas partir. Et même s'il y a des petites tensions entre le président Zelensky et aussi le maire Klitschko. Pourquoi d'ailleurs, juste d'un mot, pourquoi qu'on comprenne? Parce qu'on a compris qu'ils s'entendaient très mal, mais on n'a pas très bien compris pourquoi. On reproche beaucoup c'est surtout la mauvaise gestion de la ville de Kiev. On reproche, les Kieviens ne sont pas contents du tout de comment la ville est gérée. C'est pas nettoyé, c'est pas... Même dans ces situations, d'autres villes, beaucoup plus, oui, c'est la démocratie. Ça rappellera des débats dans d'autres pays. Oui, et surtout Zelensky, il a bien précisé que chez nous, les gens sont libres. Hein, il n'y a pas d'esclavagisme. On n'est pas à mettre comme Staline c'est sa formule. Les gens Part qui veut. Et faire partir. Si quelqu'un veut partir, il partira. Ceux qui ne veulent pas partir, ils veulent rester. Mais c'est très intéressant, dans l'interview que vous avez réalisée, qui était vraiment intéressante de ce point de vue-là aussi, Volodymyr Zelensky a bien compris que Kiev était un enjeu politique. Et donc il dit nous ne céderons pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un affrontement de deux volontés. Celle de Vladimir Poutine qui dit je vais vous casser avec mes missiles, etc. Et Volodymyr Zelensky qui répond nous ne céderons pas. Nous vous empêcherons de réaliser cet objectif. Et donc on voit bien que quand, pour des raisons de gestion de la crise, le maire de Kiev envisage
ils ne sont pas d'accord là-dessus. Gestion des 4 millions d'habitants qui auront évidemment beaucoup de mal si ça continue à vivre dans une ville de cette... Moi, j'ai vécu le siège de Sarajevo pendant 2 ans dans le froid, etc., avec sans eau, sans électricité, sans chauffage, dans une ville de cette taille. C'est très compliqué. Sauf que, évidemment, si le maire, pour des raisons de gestion, commence à dire ça, il va à l'encontre de l'affrontement des volontés. Et politiquement, c'est impossible de donner ce cadeau à Vladimir Poutine. Juste, puisqu'on parle d'une possible nouvelle attaque sur Kiev dans les prochains mois, quels sont les différents scénarios ? Comment ils pourraient espérer, les Russes, reprendre Kiev ? C'est en bombardant à tout va ? C'est en envoyant des hommes ? Je pense qu'il y aura des hommes, c'est obligatoire, mais c'est pas obligatoirement. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le reprendre. Je pense qu'ils ne sont pas aujourd'hui en capacité de. En revanche, s'ils arrivent effectivement, un corps d'armée russe, c'est 50 000 hommes à la louche. C'est une grosse division chez nous. S'ils arrivent à mobiliser au moins ça avec des munitions et du carburant en stock suffisant pour lancer une opération en direction du nord, en direction soit de Kharkiv, soit de Kiev, de fait, ou même à travers ce qu'ils entendent à travers la Biélorussie, voire une tentative de pince, vous pensez bien qu'à ce moment-là, exactement comme ça sur Bakhmout, les Ukrainiens seront obligés de dégager une partie de leur